Début de journée dans le village d'Arinagar. La région est l'une des plus pauvres d'Inde, avec pour seule ressource la culture de la canne à sucre. Hommes, femmes et enfants travaillent du matin au soir dans les sucreries pour broyer la canne qui constitue leur seul revenu. Nassima commence elle aussi sa journée. Pas de champ de canne à sucre pour elle. À 40 ans, Nassima est la daï d'Arinagar. Une daï, ici, c'est à la fois une sage-femme, une gynécologue et une pédiatre. Et on ne devient pas daï en faisant des études. La transmission de cet art se fait de mère en fille. Tous les jours, Nassima parcourt des kilomètres à travers le village pour rendre visite à ses patientes. Deepa est enceinte de 3 mois. C'est son premier examen de grossesse. Bonjour Deepa. Bonjour. Tu vas bien? Oui, et toi, tu te souviens de moi après tout ce temps? Bien sûr, je me souviens de toi. Est-ce que tu manges bien? Qu'est-ce que tu manges? Des légumes verts? Oui, des légumes verts, du lait, des laitages, tout ce dont j'ai envie. La consultation reste sommaire car Nassima ne possède aucun matériel médical. Elle fait donc tout pour convaincre ses patientes d'aller se faire examiner au centre de soins du district, à 12 km de là. Un examen régulier est important et au moins une échographie est absolument nécessaire. À 5 mois de grossesse, il faut que tu te pèses et tu verras, la sage-femme de l'hôpital va venir, elle pourra contrôler ton poids chaque mois. Pas facile de persuader des femmes dont les mères et les grands-mères ont tout accouché à la maison, sans médecin, avec la daï pour seule aide. J'ai plus confiance dans ma daï. Parce qu'elle n'a jamais raté un cas. On peut l'appeler à tout moment. Elle ne peut pas refuser. On a une entière confiance en elle. Mais s'il n'y a pas le choix, Dieu nous en préserve, on ira chez le docteur. La légende veut qu'en 15 ans de pratique, Nassima, la daï d'Arinagar, n'ait jamais perdu une seule de ses patientes. Un mythe bien éloigné de la réalité de la maternité en Inde. Le nombre de femmes qui meurent en couche représente ici 25% du nombre total de décès à la naissance dans le monde. Et le taux de mortalité infantile est 10 fois plus élevé qu'en France. Conséquence du manque de soins et de matériel. Deuxième étape de la tournée de Nassima, la maison de Savita. Comment va ta fille? Elle va bien? Sa gorge, c'est moyen. Et toi, ça va? Tu t'es bien remise de ton accouchement? La jeune femme est mère d'une petite fille de 3 semaines. Le bébé a apparemment du mal à avaler. Nassima se charge donc de lui dégager l'œsophage de manière expéditive. Son premier enfant, Savita l'a eu chez elle, mais pour sa petite fille, elle a accouché au centre de soins. Car le gouvernement indien, pour faire diminuer la mortalité périnatale, verse désormais une prime aux femmes qui donnent naissance dans des structures de santé. On m'a donné 1400 roupies. C'est le gouvernement.
Il veut permettre aux mères de pouvoir s'acheter ce dont elles ont besoin. 1400 roupies, soit une vingtaine d'euros. C'est plus que le salaire moyen mensuel dans le village. Pas étonnant donc que les futures mères soient tentées par un accouchement médicalement assisté, d'autant qu'elles n'ont rien à débourser. Autrefois, l'hôpital n'était pas gratuit, alors que maintenant ça l'est. Et en plus, elle touche un chèque. Tout ce que vous avez à faire, c'est donner l'empreinte de votre doigt ou une signature, et vous pouvez prendre le chèque et rentrer heureux. Les 1400 roupies de ces patientes assurent également à Nassima le versement de ses honoraires, 100 à 200 roupies par accouchement, moins de 4 euros. Nassima ne voit donc pas de concurrence déloyale dans cet engouement de ses patientes pour l'hôpital. Au contraire, la DAI fait tout pour encourager ses patientes à s'y rendre. Une manière pour elles de s'assurer de leur bonne santé. Le centre de soins, le voici, une bâtisse fraîchement repeinte qui fait figure de modèle dans la région. Aujourd'hui, il y règne une ambiance bien particulière. Les femmes de la région y préparent un spectacle de danse belle-mère, belle-fille. L'atmosphère est joyeuse, détendue, bien loin de celle qui règne d'ordinaire à l'hôpital. Un moyen de rassurer les femmes et de les familiariser avec cet environnement. Les patients attendent leur tour dans les couloirs, car la consultation du Dr Singh fait le plein. Depuis l'introduction de la prime versée aux femmes enceintes, le centre est passé de 6 accouchements par mois à plus de 120. Et le personnel médical tente sans cesse de convaincre de nouvelles patientes. Nous disons aux femmes qu'ici c'est mieux car chez elles, elles n'ont pas de personnel pour s'occuper d'elles et notre équipement est mieux évidemment. Les femmes du village qui accouchent ici reçoivent un chèque de 1400 roupies, celles des villes un chèque de 1000 roupies dans les 24 heures. Cependant, l'hôpital modèle est loin d'être idéal. La salle d'accouchement, la voici. Un vieux lit en fer à peine nettoyé, des instruments vétustes, des gants en principe jetables, lavés puis réutilisés pour les patientes suivantes. Les mères et leurs enfants nouveau-nés sont ensuite transférés dans cette salle de repos, meublée de quelques lits et de couvertures usées. Quant aux accouchements difficiles, nécessitant une césarienne, il est impossible de les pratiquer ici, il faut se rendre à l'hôpital du district, à 30 km. Et lui, il est payant. Pourtant, le centre constitue déjà un immense progrès pour la région, un premier pas vers des accouchements médicalement assistés. Cette subvention est versée par le gouvernement pour permettre de réduire la mortalité infantile et maternelle. La plupart des femmes dans les régions rurales sont anémiques, alors c'est bien pour elles qu'elles viennent chez nous, car elles ont souvent d'importantes hémorragies, et ici ça peut être contrôlé. Les autorités indiennes veulent à tout prix aider au développement des centres de soins. De nouvelles salles plus modernes sont donc en train d'être aménagées. Elles devraient accueillir des patientes très prochainement. Mais malgré l'augmentation du nombre d'accouchements au centre, toutes les femmes d'Arinagar ne sont pas encore en mesure de s'y rendre. La tournée de Nassima l'amène à présent chez son amie Chuniya. Tu vas bien? Tu voudrais pas te faire opérer maintenant? Tu as assez d'enfants, non? Et regarde dans quel état est ta maison. Tes affaires traînent partout. Chuniya a 10 enfants. Et la naissance du petit dernier s'est déroulée dans des conditions plus que chaotiques. Là, il y a Jatinder, Pinky, Arun, et aussi Jitendri, Omvir, Pinku, et lui c'est Vishal. Ils sont tous venus au monde avec l'aide de Nassima. Et pour lui, elle m'a emmené très loin sous la pluie. Il pleuvait des cordes et on n'avait pas de moyen de transport. Quand j'ai eu les contractions pour Vishal, Nassima n'était pas chez elle. Elle aidait déjà une femme à accoucher. Elle a été absente pendant 3 jours. Alors finalement, j'ai pris le téléphone de son fils et nous l'avons appelé. Et elle m'a dit qu'elle arrivait tout de suite.
Elle est venue et elle m'a emmenée sous la pluie battante. On n'a pas pu trouver de rickshaw ou de charrette, alors on est parti à pied. Après avoir marché 8 km, on a fini par trouver un véhicule, un tracteur. Quand on est arrivé à l'hôpital, il pleuvait toujours et mon bébé est né tout de suite. La peur d'accoucher sur la route fait encore hésiter un grand nombre de femmes qui choisissent alors l'accouchement à domicile, avec tous les risques qu'il comporte. Nassima doit donc se montrer très persuasive pour convaincre ses patientes de l'importance du centre de soins. D'autant que les gardiennes de la tradition du village ne sont pas favorables à cette évolution. Kadjani est la doyenne des daïs de la région. Elle fait aussi office de pharmacienne et assure à qui veut l'entendre qu'elle a un remède pour chaque problème qui peut affecter les femmes. Ce remède-là, il permet aux femmes stériles de concevoir un enfant. Et une seule dose suffit. La composition est secrète, mais je peux te dire que ça contient des noix de bétel, de la poudre de noix de cajou, de l'ivoire pilé. Il y a beaucoup d'autres ingrédients très actifs, des fibres, beaucoup de choses différentes en fait. Je divise les doses en petites quantités et après je le donne aux patientes. C'est très efficace. À 85 ans, elle affirme avoir pratiqué plus de 5000 accouchements et maintient qu'elle n'a jamais perdu une seule femme. Autant dire que cette formidable vieille dame ne voit pas d'un très bon œil l'intervention de médecins dans ses affaires. Avec moi, personne ne va à l'hôpital. Je ne les laisse pas y aller, seulement s'il faut opérer. Il faut vraiment qu'il y ait des complications pour que je leur conseille d'aller à l'hôpital. Sinon, je leur dis d'aller accoucher à la maison. Et aucune de mes femmes n'est jamais morte. Jamais. Vous pouvez demander à tout le monde. Malgré tous les obstacles, petit à petit, l'Inde rurale tente une modernisation de son système de naissance. Les mesures gouvernementales sont trop récentes pour qu'on puisse déjà savoir si elles portent leurs fruits. Mais les campagnes indiennes sont encore bien loin de garantir des conditions idéales pour les mères et leurs enfants. Donner la vie ici reste toujours extrêmement périlleux. Dans les rues, une nuée de gamins souriants, mais pas de filles ou si peu. À Phogat, ce petit village de la province de l'Haryana, les petits garçons s'en fichent éperdument puisque les filles ne savent pas jouer aux billes, c'est bien connu. Ils ne s'en rendent pas encore compte, mais ils seront bientôt les victimes du désastre démographique que l'Inde est en train de vivre. Il ne naît plus que 927 filles pour 1000 garçons dans le pays. Et à Phogat, c'est pire encore. Le ratio dans ce district est de 799 pour 1000. Ils auront donc beaucoup de mal dans 20 ans à trouver des filles pour jouer aux billes. Ravi, par exemple, fait ainsi le désespoir de sa mère. Il a 29 ans, mais il n'est toujours pas marié. À la maison, c'est lui qui passe le balai, faute d'avoir trouvé une épouse pour aider sa mère dans les tâches ménagères. Quand je me marierai et que j'aurai une femme, bien sûr, je ne ferai plus le ménage, le thé, le nettoyage de la maison. Mais aujourd'hui, c'est une nécessité pour aider ma mère. Pourtant, Ravi est plutôt un bon parti. Il a des terres et une entreprise familiale de location d'auto. Mais dans cette région, il en faut plus, bien plus, pour séduire une femme. Celles-ci ont les moyens de se montrer exigeantes, puisqu'elles sont de plus en plus rares. La mère de Ravi, elle a eu de la chance, elle a eu 3 garçons du premier coup. Le revers de la médaille, c'est qu'aujourd'hui, aucun des 3 ne trouve d'épouse. Et elle en connaît très bien la raison. Moi, j'étais complètement ignorante. J'ai donné naissance à plein de bébés. Alors que des femmes éduquées, elles, avaient une fille et un garçon et se faisaient stériliser ensuite. Elles vérifiaient le sexe de l'enfant et si c'était encore une fille, elles le tuaient. Voilà pourquoi on manque de filles aujourd'hui. Avant, on tuait les filles. Maintenant, c'est totalement interdit, c'est puni même. Les femmes faisaient des échographies pour vérifier si c'était une fille. Et si c'était le cas, alors elles avortaient tout de suite. Si c'était un garçon, alors c'était OK. En attendant de trouver l'âme sœur, Ravi cultive ses terres pour entretenir sa famille. Dans cette province agricole du nord de l'Inde, c'est d'abord pour cela qu'on préfère les garçons. Les filles, elles,
sont moins productives au champ et en plus elles coûtent cher. Il faut payer leur dot, une fortune pour les familles pauvres. À Phogat, c'est au chef de village que les parents des rares petites filles viennent confier leur inquiétude. Ici, les gens veulent un fils parce qu'ils veulent que le nom de famille perdure. Une fois qu'une fille est mariée, elle quitte le foyer et emménage dans la famille de son mari. Tandis qu'un fils, il reste à la maison, lui. Il a des enfants et cela permet de continuer la lignée. Voilà, c'est pour ça que les gens préfèrent les garçons aux filles. Ils veulent que les traditions perdurent. Mais les mentalités évoluent dans la province de l'Haryana. La famille Garewal, par exemple, vient de mettre au monde une petite fille. Payal est la fierté de la famille. Plus tard, ses parents l'imaginent médecin ou ingénieur. Pendant sa grossesse, si elle avait su qu'elle attendait une fille, elle n'aurait pas avorté. Pour elle, garçon ou fille, c'est pareil. Alors, quand elle voit ses voisines se débarrasser des filles comme elles le font, elle est indignée. Moi, je vais élever ma fille comme si c'était un garçon. Je lui donnerai tous les droits que l'on réserve généralement aux garçons. Les gens du village ne sont pas éduqués et ils ont l'esprit étroit. Ils ne se rendent pas compte que les filles ont les mêmes droits que les garçons. Très peu de gens savent ça. Moi, je ne laisserai jamais faire ça à ma propre fille. Peu importe avec qui notre fille se marie, nous essaierons de faire en sorte que la famille ne demande pas de dot. Nous voulons qu'elle se marie dans une famille qui la rende heureuse. Et avec un peu de chance, d'ici le moment où elle se mariera, la tradition de la dot aura disparu. Retour chez Ravi. Un couple réuni autour d'un enfant, il en rêve souvent. Passer ses journées à balayer et à attendre une femme qui veuille bien de lui, il y a des soirs où ça donne le cafard. Alors, pour se changer la tête, il se rend dans le village d'à côté. Et là, il retrouve ses amis au bar. Des trentenaires en mal d'amour comme lui. Ensemble, ils boivent et jouent aux cartes. À cause du manque de filles, on a des problèmes pour se marier. On n'est pas très éduqués. Et on a peu d'argent et pas beaucoup de terre. Alors, les célibataires comme nous, on passe notre temps à boire de l'alcool. Si on était mariés, on ne serait pas là. On dormirait chez nous, avec nos femmes. Je n'ai personne pour me faire à manger à la maison. Alors je bois et je dors. Au petit matin, ça dégénère souvent entre célibataires ivres sur le chemin du retour. Cette situation inquiète de plus en plus le chef du village. À cause du manque de filles et de l'incroyable nombre d'hommes non mariés aujourd'hui, cela génère un tas de tensions sociales, au village, mais aussi dans les alentours. Les célibataires se retrouvent parfois à commettre des crimes. On essaie de leur parler, mais... Ici, environ 20% des hommes demeurent célibataires. C'est un problème très complexe et important, qui nous fait peur ici dans la région. C'est bien connu, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. À quelques kilomètres de là, dans le petit village de Biwani, Satish Cholin a flairé le bon filon, une agence de mariage qu'il a ouverte au fond de sa boutique de pièces automobiles. Dans ses classeurs, des tonnes de photos de candidats, mais une ou deux filles seulement. C'est une mauvaise période pour se marier. C'est vraiment très difficile en ce moment. Certaines familles ont tellement éduqué leurs filles qu'elles ont du mal à trouver quelqu'un à qui les marier. Il y a un immense besoin d'agents comme moi en Inde. Sans doute, mais Satish ne peut pas faire grand-chose pour ses clients puisqu'il n'a pas de femme à leur présenter.
Alors la solution, c'est parfois d'aller dans d'autres provinces, acheter des filles pauvres, 900 € pièce, et les ramener dans l'Haryana pour les vendre à des hommes seuls. Le commerce est juteux, mais attention, Satish, lui, ne touche pas à ça. Supposez qu'un pauvre homme vienne à moi avec environ 35 000 roupies, qu'il aurait obtenu de la vente de ses terres, d'animaux ou de bijoux. Et supposez que je lui trouve une fille en échange qui vienne d'un état pauvre. Quelle est la garantie qu'elle restera? Si je vais la chercher dans un état pauvre, c'est évident que je devrais l'acheter. Et que se passera-t-il alors si elle décide de s'enfuir? Qui est-ce que je vais pourchasser, moi? Moi, je ne travaille qu'avec des familles de bonne réputation. Et je suis satisfait de travailler comme ça. À 37 ans, Ramesh aimerait se marier. Mais si jamais il ne trouve pas son bonheur chez Satish, il sait déjà où aller le chercher. Je me sens très seul. Après le travail, quand je rentre chez moi, j'aimerais quelqu'un qui me demande comment ça va. J'ai parlé à quelqu'un qui achetait des filles venues d'un autre État. Il m'a dit que si j'avais besoin, il pouvait me trouver une femme. Je préférerais me marier avec une femme d'ici. Mais si rien ne marche, alors je l'achèterai. De toutes les manières, je me marierai. Retour chez les parents de Payal. Aujourd'hui, la famille reçoit la visite du médecin, une simple visite de contrôle pour s'assurer que la petite va bien. Bonjour, comment va le bébé? Il va bien. Et où est-il né? À la maison. Vous n'avez pas accouché à l'hôpital? Non. Qui vous a aidé à le mettre au monde? La sage-femme? Oui, la sage-femme. Et pourquoi vous n'êtes pas allé à l'hôpital? Parce que c'était la nuit, on ne pouvait pas y aller. C'est votre premier enfant? Oui. C'est un garçon ou une fille? Une fille. La mère et le médecin ne l'ont su qu'à la naissance. Désormais en Inde, c'est normal. Pour que cessent les avortements sélectifs, la loi impose un secret absolu pendant la grossesse. Avant, on pouvait facilement déterminer le sexe de l'enfant. Il suffisait d'entrer dans une clinique et de passer une échographie. Si c'était une fille, les parents avortaient illico. Mais la loi a changé, c'est très strict dorénavant. On ne peut plus faire ça. Le docteur peut être condamné à 7 années de prison s'il révèle le sexe de l'enfant. À l'hôpital, on essaye d'éduquer les gens sur le fait que filles et garçons sont égaux. Vous n'avez pas voulu choisir d'avoir une fille ou un garçon? Non, pas du tout. On est très heureux avec notre petite fille. C'est un cadeau de Dieu. Elle est égale à un fils pour vous, c'est ça? C'est bien. Vous aimeriez avoir un fils aussi? Si Dieu nous offre la chance d'avoir un fils, on la saisira. Mais on est très heureux avec notre petite fille. Avoir un enfant, c'est le rêve de Ravi. Un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité parce que Ravi est actuellement en pourparlers avec une jeune femme d'une ville du Nord pour l'épouser. On l'a rencontré une première fois. Après cette prise de contact avec la famille, on a demandé à un ami qui est marieur de nous aider dans les négociations. Depuis, la famille de la fille nous a rendu visite et nous aussi. L'affaire est presque conclue. On va savoir ça bientôt. Aujourd'hui, je me sens en paix et je me vois enfin un avenir. Pour la mère de Ravi, ce serait un soulagement. Certes, il lui resterait 3 fils à marier. Mais au moins, elle n'aurait plus à aller au puits toute seule. Sa belle-fille l'aiderait. Et puis, Ravi lui donnerait des beaux petits-enfants, c'est sûr. Et si ce sont des filles, elles apprendront sûrement à battre les garçons aux billes. 1 milliard d'habitants, 1 milliard de traditions, et peut-être pas loin d'1 milliard de dieux. L'Inde est compliquée, contradictoire, mais une chose est sûre, elle est aussi immuablement réglée par des rituels religieux. Du fond des bidonvilles de Bombay, en passant par tous les villages de campagne et jusqu'aux somptueuses villas des riches de Delhi,
Que ce soit chez les chrétiens, les hindous ou les sikhs, la tradition religieuse est intimement liée à chaque période de la vie. Et notamment la première, la naissance. Isha a 34 ans, elle fait partie de l'aristocratie commerçante sikh de Delhi. Elle vient d'entrer dans son dernier mois de grossesse. Alors, dans sa grande maison des faubourgs de la capitale, les cérémonies deviennent de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, les prêtres du temple voisin sont venus lire le livre sacré du sikhisme, une lecture à voix haute qui ne supporte pas la moindre interruption. Ils sont donc 3 à se relayer et cela durera 3 jours et 3 nuits. Le salon a été dépouillé du superflu pour ne pas distraire les croyants. Isha passe régulièrement dans la journée pour se prosterner devant les officiants en compagnie de Réa, sa fille, qui ne sera bientôt plus fille unique. Cette prière, c'est pour dégager une énergie positive dans cette maison. C'est pour le bien-être du futur bébé, pour que son âme soit paisible, pour la santé de tous mes frères, pour la prospérité. C'est pour que Dieu bénisse tout le monde dans cette maison. La famille de Isha est une famille moderne. Elle adore sa grand-mère anglaise, qui a épousé du temps des colonies un notable sikh. Il a par la suite fait fortune en Afrique. Le mari de Isha, commerçant lui aussi, travaille plutôt dans les Émirats. Nous sommes ici chez les riches, parfaitement éduqués. Il va donc de soi que Isha consulte régulièrement dans une des cliniques les plus huppées de la ville. Le bébé est prévu dans 3 semaines, donc il faut que j'ai une consultation générale toutes les semaines maintenant, pour voir si tout est OK, car le bébé peut arriver à tout moment à partir d'aujourd'hui. C'est quoi là? Ça, c'est la tête. La tête est ici. Le dos du bébé est là. Le siège peut être là. Ses pieds et ses mains. Tout va bien, tout va bien. Comme toutes les femmes indiennes, Isha ne sait toujours pas si son enfant sera une fille ou un garçon. Parce que pour éviter les trop nombreux avortements pratiqués en Inde pour programmer la naissance de garçons, les médecins sont tenus à un silence très strict. Nous ne pouvons pas communiquer le sexe. C'est interdit par la loi. Mais certaines personnes qui peuvent s'offrir un voyage à l'étranger ont les moyens de savoir. Pour Isha, peu importe. Elle prendra ce que Dieu lui donnera, dit-elle. Chez elle, les religieux continuent à réciter le livre sacré, tout est parfaitement minuté et en harmonie avec les astres. Pour rien au monde, sa famille n'entraverait le déroulement de cette cérémonie. Cela n'étonne pas outre mesure le professeur Nandi, fin connaisseur de la société indienne. Il y a toujours ces sortes de rituels pour essayer de contrôler le destin. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les familles indiennes, l'astrologie est si présente. Le moment exact auquel le rituel doit être accompli est vraiment crucial. Il n'attendrait même pas le président de la République. Si c'est le moment de faire la cérémonie, il faut le faire. Ils seront toujours hospitaliers, bien sûr, mais s'il y a 2 minutes de retard, ils ne l'attendront pas. C'est la seule occasion pour laquelle les Indiens sont parfaitement ponctuels. À l'autre bout de la ville, une famille hindoue se prépare elle aussi à une importante cérémonie prénatale. Kanika et son mari Abhishek, tous deux cadres moyens, veulent aussi s'attirer la bienveillance des dieux. C'est ma cérémonie de God Barai.
J'ai terminé mon 7e mois et j'entre dans le 8e mois de grossesse. Cette cérémonie, c'est pour le bébé, pour l'enfant et la mère. Maintenant que l'enfant est complètement formé. Alors tout le monde va me bénir et prier pour un bébé et une maman en bonne santé. Ils vont me donner plein de choses symboliques. Il s'agira de gâter la mère, mais pas encore l'enfant, surtout pas. Tant que le bébé n'est pas né, il ne faut rien lui offrir. Il ne faut rien lui acheter parce que ça pourrait lui porter malheur. Quand il sera né, à ce moment-là, on pourra lui offrir plein de choses, en or et en argent. C'est une constante dans toutes les communautés en Inde. Isha non plus ne prévoit rien pour son enfant avant sa naissance. Voilà les premiers vêtements de mon enfant. Mais ce sont de vieux habits, ceux de ma première fille quand elle était bébé. Dans notre coutume, il faut toujours prévoir des habits qui ont déjà été portés. C'est pour la chance et pour chasser les mauvais présages. C'est juste pour éloigner le mauvais œil. Les plus vieilles traditions concernant l'enfance, les plus vieux concepts à propos des enfants sont toujours très vivaces. D'une certaine façon, l'enfant est un mystère et il continue à témoigner d'une certaine sacralité. L'enfant n'est pas vu seulement comme un renouveau biologique, mais aussi comme une responsabilité sacrée. Ce rapport au sacré, au cosmos, il est permanent en Inde. Le tika, ce point rouge que les femmes hindoues arborent sur le front, c'est le troisième œil mystique, une porte vers le bonheur et la prospérité. Mais ce symbole commence à perdre un peu de sa force. L'importance rituelle des femmes, le rôle religieux de celles-ci, est en train de décliner, avec ce qu'on pourrait appeler la démystification des grandes parties de la vie qui se sont sécularisées. Le résultat, c'est que la relation aux femmes aussi a changé. Les femmes ne sont plus complètement les puissants agents des forces qui échappent à votre contrôle, les forces cosmiques, les forces naturelles, tout ce qui relève de la magie. Voilà pourquoi les femmes sont devenues un peu plus des objets. La condition des femmes est rude en Inde. Inégalité dès la naissance, puisque les garçons sont une garantie de retraite et les filles un fardeau. Mariage obligé, violence, exploitation, la liste est longue. Leur grossesse reste tout de même souvent une parenthèse enchantée, le seul moment où elles peuvent tout exiger de leur mari et de leurs amis. Pour Godbarai, Kanika est ainsi couverte de cadeaux et d'attention. Isha aussi a été au centre de l'attention, mais dans sa clinique des beaux quartiers. Elle vient d'avoir sa seconde fille. Tout s'est bien passé, la mère et l'enfant vont bien. Oh, elle est vraiment mignonne. Isha ne respectera pas complètement une vieille tradition indienne qui veut que les femmes venant d'accoucher s'isolent pendant 40 jours. Comment allez-vous? Ça va plutôt bien en fait. Quand pourrais-je rentrer à la maison? Quand vous pouvez rentrer? Oh, demain si tout va bien. Eh oui, une fille, une autre fille. Et elle s'appelle comment? Je ne sais pas. Nous devons y réfléchir et décider. Pour cela, bien sûr, elle respectera la tradition. Son mari a organisé un grand Namkaram,
une cérémonie du nom. Les religieux sont revenus, c'est eux qui doivent donner la première lettre du prénom en harmonie avec les astres. La famille a discrètement forcé le destin en demandant au prêtre de choisir le A et non pas le R. Le père s'est directement arrangé avec les divinités. Vous prenez la date et l'heure de la naissance, l'année, et vous faites un calcul avec les planètes pour déterminer leur position au moment où le bébé est né. Et là, vous voyez quelles lettres sont de meilleur augure. Voilà comment on fait. Résultat, la petite s'appellera Amara, mais la première cérémonie de sa vie aura quand même été religieuse. La religion continuera à accompagner la nouvelle petite princesse sikh qui découvre la vie et sa nouvelle famille, bien à l'abri de la chaleur. Votre statut social dépend de cela. Si vous suivez les rituels, forcément, vous avez plus de relations sociales, vous êtes plus intégré. C'est comme pour les mariages. Les gens dépensent des fortunes pour ça. C'est incroyable. Même si vous êtes riche, même si vous êtes très bien éduqué, même si vous faites preuve de rationalité scientifique, certains rituels restent importants. En partie pour des raisons de convention sociale et en partie pour des besoins spirituels. La famille a discrètement versé beaucoup d'argent au temple pour subvenir aux besoins des pauvres, comme l'exige la religion sikh. Isha et son mari n'en seront pas moins riches pour autant. Ainsi va la vie en Inde, où traditions et rituels continuent à structurer la société et les inégalités. L'Inde a la réputation d'être le berceau des civilisations du monde. Ici, religions et cultures ont leurs racines et des traditions millénaires y sont perpétuées. Et pourtant, l'Inde est tout simplement en train de révolutionner l'action la plus universelle de l'humanité, la naissance. Moment de détente chez les Shivastars. Et petit déjeuner pour les petites Nishta et Nyati, des jumelles de 2 ans et demi. Leurs parents, Rajesh et Usha, ont attendu près de 13 ans avant de pouvoir avoir des enfants. Pas étonnant donc que les 2 fillettes soient devenues le centre de toute leur attention. Les jumelles sont les enfants biologiques de Rajesh et Usha. Mais ce n'est pas leur mère qui les a portées pendant 9 mois. Usha ne pouvait pas mener une grossesse à terme, elle a donc eu recours au service d'une mère porteuse. On nous a dit que si nous faisions faire des tests ADN à notre enfant, il aurait notre sang, quelle que soit la personne qui lui donne naissance. Depuis le début, c'est ce que nous voulions. Nous voulions que nos enfants soient les nôtres. Peu importe qu'ils soient nés de l'utérus de quelqu'un d'autre. C'est ce que nous voulions, c'est qu'ils soient à nous. C'était notre conviction et nous avons attendu 13 ans pour cela. Nous aurions sûrement pu adopter ou recourir à d'autres méthodes. Mais nous avons finalement découvert cette méthode et ça nous a plu. Mère porteuse, une activité en pleine explosion en Inde. Pas loin de 3000 cliniques et hôpitaux offriraient ce service à leurs patientes en mal d'enfants. C'est le cas de cet établissement, la clinique de la fertilité des docteurs Shefali et Dinesh Jain. C'est ici que les petites jumelles de la famille Shivastar ont été conçues. Située dans un quartier huppé d'Indore, au centre de l'Inde, la clinique propose une solution à tous les couples qui ont du mal à avoir un enfant, y compris les services de mères porteuses. Et pour répondre à la demande sans cesse grandissante et recruter des candidates mères porteuses, la clinique n'hésite pas à recourir aux petites annonces. Je vais vous montrer l'annonce que nous avons passée dans le journal. C'est celle-là. Cela dit que nous avons besoin d'une mère porteuse qui doit avoir moins de 40 ans et être en parfaite forme physique. On peut nous joindre à tout moment, nous donnons notre numéro de téléphone ainsi que notre adresse. On peut venir nous voir directement.
La petite annonce est même bien plus explicite. Les termes utilisés ? Utérus alloué. Car en Inde, être mère porteuse, c'est une activité commerciale rémunérée comme n'importe quel autre travail. Un travail, c'est ce que Jana est venue chercher aujourd'hui à la clinique de la fertilité. Abandonnée par son mari, cette jeune mère a besoin d'argent pour vivre avec sa petite fille et elle vient juste d'entendre parler de l'établissement et de la possibilité de devenir mère porteuse. Bonjour, j'aimerais des informations pour devenir mère porteuse. Et comment avez-vous entendu parler de nous? En fait, j'ai vu le docteur à la télé. C'est comme ça que j'ai su pour la procédure. Très bien, suivez-moi. Jana est reçue par les deux médecins fondateurs de la clinique de la fertilité, le docteur Dinesh Jain et son épouse, le docteur Shefali Jain. Depuis la légalisation des mères porteuses en Inde en 2002, les deux embryologistes sont devenus des célébrités dans leur pays. Ils sont régulièrement invités sur les plateaux de télévision pour y expliquer le principe de la gestation pour autrui. Et à écouter le docteur Dinesh, c'est très simple. C'est toujours réciproque. Quelqu'un a besoin d'argent, quelqu'un veut un enfant et est prêt à payer pour ça. C'est comme ça. C'est toujours réciproque. C'est comme si vous aviez un commerce. Vous voulez faire de la publicité pour votre commerce, alors vous engagez un attaché de presse pour faire votre communication. Vous payez cet attaché de presse et lui vous fournit un service. Ça va toujours dans les deux sens. Et pour les mères porteuses, c'est pareil. Les deux parties tirent des bénéfices de cette procédure. Payer pour avoir un enfant, cela peut choquer. D'autant que de nombreuses mères porteuses en Inde sont issues d'un milieu social défavorisé. La pratique peut donc à première vue s'apparenter à de l'exploitation de la misère. Mais pour les femmes qui acceptent de devenir mères porteuses, c'est souvent le seul moyen de s'en sortir financièrement. En fait, j'espère gagner beaucoup d'argent grâce à ça. Je veux en tirer le maximum. Mais bon, je veux aussi faire ça parce que mon cœur me dit que c'est une bonne chose. Ma conscience me pousse à le faire, à aider les autres. Mais si je peux en tirer une certaine somme d'argent, c'est bien. Elles ont toutes des besoins différents. Certaines d'entre elles veulent mettre de l'argent de côté pour leurs enfants. D'autres veulent s'acheter une maison et n'ont pas assez pour payer la somme demandée. Il y a aussi celles qui ont perdu de l'argent dans leurs affaires. Et là, elles peuvent gagner en gros 2 à 300 000 roupies. 300 000 roupies, c'est près de 5 000 €, ce qui représente 10 ans de salaire pour la plupart des mères porteuses. Beaucoup se laissent donc tenter. La clinique de la fertilité compte actuellement une 60aine de femmes prêtes à devenir des mères porteuses. Quand il ne reçoit pas les futures mères, le docteur Dinesh passe son temps entre le laboratoire et la salle d'opération de la clinique. C'est dans cet environnement moderne, digne de n'importe quelle clinique européenne, que sont pratiquées les fécondations et les implantations. La procédure de gestation pour autrui, bien que très technique, est finalement assez simple. Tout d'abord, il faut prélever les ovocytes de la mère biologique directement dans les ovaires. Le docteur Dinesh va ensuite nettoyer ces ovocytes avant de les féconder grâce aux spermatozoïdes du père biologique. Quant à la mère porteuse, il faut d'abord s'assurer qu'elle est prête à recevoir l'ovule fécondé. Ce qu'il faut, c'est examiner l'utérus, s'assurer qu'il est normal. Ensuite, il faut vérifier le taux d'hormones et tout le reste. Idéalement, il faut aussi faire un dépistage du HIV et de MST chez la mère porteuse et son mari. Il faut aussi rechercher les différentes maladies comme le diabète. Il ne faut prendre aucun risque quand on utilise une mère porteuse, car si elle tombe enceinte, elle ne doit avoir aucun problème. Il faut tout surveiller. Et nous prévenons également la mère porteuse que son mari ne doit avoir aucune liaison extra-conjugale. Quand tous les paramètres sont réunis, l'ovule fécondé est implanté dans la mère porteuse. C'est la dernière étape de la procédure.
Il faut ensuite attendre 2 semaines pour savoir si l'implant s'est bien fixé dans l'utérus et si la mère porteuse est enceinte. La procédure coûte 2 000 €, payée intégralement par les parents biologiques. Des parents qui s'occupent aussi des frais de grossesse de la mère porteuse, en plus de sa rémunération. Pour Sunita, l'implantation a réussi et la jeune mère porteuse est enceinte de 3 mois. Comme n'importe quelle autre femme enceinte, Sunita est venue se faire examiner dans le cadre du suivi de sa grossesse. C'est cette fois le docteur Shefali Jain qui s'occupe de la consultation. La clinique s'assure que les mères porteuses auront un suivi psychologique, tout comme elle s'assure qu'un contrat en bonne et due forme est rédigé entre les parents et la mère, car la loi indienne reste vague sur la question, il faut donc régler par écrit avec un avocat les moindres détails. Si cette patiente ne tombe pas enceinte, que fait-on? Si cette patiente avorte, que fait-on? Si elle a un accouchement prématuré, qui va s'occuper du bébé? Si le bébé a une maladie congénitale, alors quoi? Il y a de nombreuses choses dont il faut discuter, tout en restant dans le cadre de la loi. C'est là qu'intervient un avocat, les parents et la mère porteuse doivent signer un contrat et le traitement peut alors avoir lieu. Tout cela, c'est l'aspect légal. Ah, vous voyez, le bébé bouge. Tout va bien. L'accord, c'est que tous mes frais médicaux sont pris en charge ici, dans la clinique. Même si j'ai un simple mal de tête, je reçois les cachets gratuitement. On m'a vraiment beaucoup aidé. Les parents m'ont beaucoup aidé. Mon mari, c'était un escroc. Il était déjà marié et avait d'autres enfants. Pourtant, je vivais quand même avec lui, en espérant qu'un jour il deviendrait un homme bien. Mais lui, il continuait à me battre. Et même si on a eu 3 enfants ensemble, il a fini par me quitter. Il s'est marié une 3e fois. Moi, je n'arrivais pas à m'en sortir financièrement au quotidien. C'est là que j'ai vu l'annonce et que j'ai accepté de faire ce travail. Un travail qui est donc souvent le dernier recours pour des femmes particulièrement vulnérables dans une société indienne très machiste. Mais si la pratique commence à être répandue, elle reste taboue. Pas question pour une femme d'avouer qu'elle reçoit de l'argent pour faire naître l'enfant d'une autre. La plupart du temps, elles se cachent. Elles ne veulent dire à personne qu'elles sont mères porteuses. Comme elles sont mariées, elles disent qu'elles attendent leur propre enfant. La seule inquiétude, c'est d'expliquer pourquoi elles étaient enceintes et qu'au final, elles n'ont pas d'enfant. Mais elles ont des centaines d'excuses pour expliquer cela, qu'elles aient accouché sans avoir d'enfant. Quelque chose s'est mal passé avec le bébé, par exemple. Mais en Inde, être mère porteuse n'est finalement pas qu'une affaire d'argent. Ne pas avoir d'enfant ici est perçu comme un échec. Alors, dans de nombreux cas, c'est un membre de la famille qui se porte volontaire pour aider ses proches à procréer. C'est ce qui s'est passé pour les Shivastar. La propre belle-sœur d'Usha a porté les jumelles. J'en avais parlé à ma belle-mère, puis j'en ai discuté avec ma mère et ma belle-sœur. Tout le monde était d'accord. Elles m'ont dit que si un tel traitement existait, elles étaient toutes prêtes à m'aider. Je pleurais sans cesse. J'étais tendue, malade. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir survivre sans enfant. Tout le monde dans ma famille se sentait mal pour moi. Ils me disaient même que je pouvais prendre un de leurs propres enfants. Ils me disaient « Prends le mien, prends le mien ». Et nous avions toujours voulu notre propre enfant, pas celui de quelqu'un d'autre. Alors cette procédure n'était vraiment pas un problème. Grâce à leur mère porteuse, les Shivastar sont désormais une famille comblée. Et ce bonheur, c'est également ce que viennent chercher dans le pays de nombreux couples étrangers. L'Inde est en train de devenir une destination de choix pour qui veut recourir au service d'une mère porteuse. La procédure y est facile et coûte 6 à 10 fois moins cher que dans d'autres pays. On estime à 350 millions d'euros
le chiffre d'affaires total généré ici par la gestation pour autrui. Amsterdam,